Amis d'Entre-Loire et Loing, nous terminons, c'est là que je regarde, amis d'Entre-Loire et Loing, nous terminons cette matinée très forte en émotion au festival du livre Autre mot au hangar de Chalette-sur-Loing. Et puis, ça continue quand même, hein. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour militer, on est là pour rencontrer des gens extraordinaires. Là, j'ai à côté de moi Virginie Dupérou. Virginie Dupérou, elle va, vous allez pouvoir l'entendre témoigner, la rencontrer à 16h. Ici, elle est prévue à 16h, donc une auteure, un livre. Votre livre, Virginie, parle de l'amiante. Ça s'appelle Amiante et mensonge, notre perpétuité. C'est beau, journal de Paul et Virginie. Je suppose que Paul, c'est votre père? Paul, c'est mon père, oui, tout à fait. Paul est décédé d'un cancer de la plèvre, en fait, il y a 6 ans et 2 mois. C'est une victime environnementale de l'amiante. Donc, la plupart des victimes de l'amiante sont professionnelles. Nous, la spécificité, c'est que ma famille sont des victimes environnementales. Voilà, parce que vous habitiez, en fait, près d'une usine de broyage d'amiante située en pleine zone pavillonnaire à Aulnay-sous-Bois. Ma famille a résidé à Aulnay-sous-Bois, ma famille paternelle, jusqu'au début des années 1960. Et effectivement, en 1938, à Aulnay-sous-Bois, s'est installé le comptoir des minéraux et matières premières, CMMP, qui a broyé de l'amiante en plein centre-ville et au milieu de 3 écoles pendant des décennies, en polluant cette petite banlieue ouvrière. Et les victimes recensées par les associations, ce sont des riverains ou des anciens écoliers. 358 à ce jour. Et vous êtes une ancienne petite fille qui avait respiré de l'amiante? Alors, moi, non. Moi, je suis née dans la Nièvre. Mon père est parti à 19 ans d'Aulnay. Et puis, après, il a fait sa vie dans la Nièvre où moi, je suis née. Bon, à titre personnel, en tant que professeur, j'ai été exposée aussi. J'en veux énormément, d'ailleurs, à l'État à ce sujet. 85% des écoles sont contaminées à l'amiante. Mais ça, c'est un autre sujet encore. C'est un autre sujet, mais on reste dedans. Parenthèse, moi, j'ai une amie très proche, Annie, qui a été professeure des écoles, qui est morte 3 ans après sa retraite d'un cancer de la plèvre. Oui, c'est ça, parce que 85% des établissements scolaires sont contaminés, parce que les plus contaminés, ce sont les lycées professionnels, les lycées techniques, et parce que les enseignants meurent. Il y a une étude de Santé publique France qui doit dater de 2019, qui donne un nombre de morts impressionnant dans les établissements scolaires, et encore ne sont recensés que les professeurs. On ne parle pas des agents d'entretien, on ne parle pas des anciens élèves, et ne sont recensés que les cancers uniquement, dont on est sûr qu'ils sont imputables à l'amiante, c'est-à-dire le fameux mésothéliome, cancer de la plèvre, du péricarde et du péritoine. On ne recense pas les cancers bronchopulmonaires dus à l'amiante, les plaques pleurales, c'est-à-dire des épaississements de la plèvre qui sont provoqués par l'amiante, et on ne comptabilise pas non plus les asbestoses pulmonaires, c'est-à-dire l'équivalent de la silicose des mineurs, mais due à l'amiante. Est-ce que vous parlez avec votre papa, avec Paul, est-ce que vous parlez de ce problème de l'amiante avant qu'il n'attrape le cancer en 2014? Alors oui, c'est un sujet assez récurrent depuis les années 90, depuis qu'on voit Henri Pézra à la télé. Alors Henri Pézra, c'est le lanceur d'alerte en France sur le scandale de l'amiante. Il était toxicologue et c'était le compagnon d'Annie Thébomony, chercheur en santé publique, qui a écrit la préface de mon livre. Henri Pézra, il y a un premier épisode de médiatisation dans les années 70. Nous, on n'est pas encore touchés par l'amiante directement. Ma grand-mère paternelle, Simone Dupérou, va décéder d'un cancer de la plèvre en 1978, en 10 mois. Et la famille va se demander pendant près de 4 décennies où est-ce qu'elle a pu être contaminée. Dans les années 90, on entend à nouveau Henri Pézra à la télé. Mon père l'entend et il me dit ce qui a provoqué cette atteinte chez ta grand-mère, c'est l'amiante. Mais où est-ce qu'elle a pu respirer ça? On ne comprend pas, ça ne peut pas être professionnel.
se passe 37 années et c'est son tour à nouveau. Et on va comprendre en fait l'origine de la contamination familiale grâce au journal Le Parisien aujourd'hui en France et puis à France 2, France 3, qui fin novembre 2014 vont médiatiser grâce à une intervention, on va dire, au niveau national des associations et notamment Ban Asbestos France et qui veut dire interdire l'amiante et l'association Ripesra. Ils vont médiatiser ce scandale sanitaire sur Aulnay-sous-Bois. C'est comme ça que nous, 2 mois après le diagnostic de mon père, on va comprendre l'origine de la contamination familiale. Donc, à partir de... Quand est-ce que vous décidez d'écrire ce livre et pourquoi ? J'ai vu mon père prendre des notes pendant toute sa maladie. Mon père écrivait beaucoup. Il écrivait dans tous les pays qu'il a visités. Il était compagnon. Il écrivait très bien. Et il l'a fait au départ pour noter son ressenti. Et quand mon père est décédé, je me suis dit il faut absolument faire quelque chose parce que l'amiante, c'est plus de 100 morts par jour dans le monde et on n'en parle plus, notamment depuis l'interdiction en France fin 96. Il y a encore des pays où c'est autorisé, hein, notamment des pays d'Asie du Sud-Est, en Inde, etc. Enfin bon, en Russie, gros exportateurs. Et tout le monde meurt en silence. Il n'y a pas de traitement pour le cancer de la plèvre, c'est le cancer des ouvriers. Il y a un traitement de chimiothérapie qui est inopérant. Il y a trop peu de crédits, trop peu de recherche. Alors c'est la double peine parce qu'il y a ça. Et puis on n'a pas de procès pénal puisque la loi française couvre les crimes d'industrie, j'en parlerai plus en conférence tout à l'heure. Et donc, j'ai décidé qu'une victime, enfin, devait témoigner. Paul avait laissé des écrits, il écrivait très bien. On s'est tout à fait complété dans la manière d'écrire. J'ai commencé par écrire ma partie du témoignage et après seulement, j'ai mis le nez dans les notes de mon père. Et je me suis dit, c'est comme dans la vie, comme quand Paul était là, on se complète tout à fait. Il faut absolument qu'il ait la parole, bien qu'il ne soit plus là. Vous faites partie de l'association Henri Pesra ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, l'association Henri Pesra, donc, elle porte le nom d'Henri Pesra dont je parlais tout à l'heure. Et on a regroupé au sein de cette association des victimes, on va dire, de crimes industriels. Alors, victimes de l'amiante, des pesticides, comme l'agriculteur Paul François, qui s'est beaucoup médiatisé, qui est un ami, qui est le seul agriculteur en France à avoir gagné son procès contre Monsanto-Bayer. On a des victimes de rayonnement ionisant. On a tout un tas de problématiques à l'association Henri Pesra. Voilà, pour en savoir plus, vous venez ici au hangar à partir de 16h. D'ailleurs, vous pouvez venir beaucoup plus tôt parce qu'on y mange très bien à l'heure actuelle. On a une expo. On montre encore le livre ? Et bon. on a une exposition aussi à disposition là au hangar sur Ça va là ? Sur le CMMP. Voilà. Maintenant, je passe le micro. Merci Virginie. C'est moi. Je passe le micro à notre jeune Léo. Léo, tu nous as préparé une chronique. Et oui, je vous ai préparé une petite chronique un petit peu pour vous expliquer le sujet du jour qui est finalement qu'est-ce que l'altermondialisme ? On en parle souvent puisque c'est le sujet évidemment de la journée. Donc l'altermondialisme, en fait, tout simplement, pour être clair, ça a été créé au début des années 90, même ça a eu des prémices à la fin des années 80, donc finalement c'est pas si vieux que ça, figurez-vous. Moi je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus ancien, mais c'est très récent dans le temps, dans l'histoire. Et donc évidemment la chute de l'Union soviétique a vraiment fait que la mondialisation s'est accélérée puisque les États-Unis, avec leur mondialisation, leur capitalisme, ont pu s'étendre. Il n'y avait plus donc de clivage entre le bloc Est et le bloc Ouest. Donc les Soviétiques faisaient de l'internationalisation et les Américains font de la mondialisation. Donc avec cette mondialisation, il va y avoir une opposition qui va se créer et donc des revendications. Ces revendications, quelles sont-elles ? Ces revendications, donc c'est la justice économique tout d'abord, c'est-à-dire donner un salaire équitable en fonction des besoins. C'est l'autonomie des peuples. On parlait du Rwanda tout à l'heure, donc c'est que les peuples ne soient plus opprimés, que les peuples aient une possibilité de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent et ne pas être réprimés, que ce soit dans l'anarchie ou dans l'indépendantisme. Donc c'est aussi l'écologie, la protection de l'environnement, les protections des droits de l'homme qui sont fondamentaux pour permettre à l'environnement aussi de se développer, que ce soit dans le travail, dans la vie quotidienne. Donc, et démocratiser les institutions aussi, faire en sorte que les grandes institutions n'aient pas la mainmise complète sur le monde entier, 24 heures sur 24, que les grands dirigeants soient élus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais revenir finalement après à cette mondialisation qui donc a créé
ce clivage-là avec slogan. le slogan, oui. Le slogan. Le slogan, c'est un autre monde est possible. Il y a aussi un autre qui est des autres mondes sont possibles. Mais un autre monde est possible, ça représente bien cette opposition à la mondialisation, qui est donc voilà, vouloir faire en sorte de changer les choses, de bouger les choses dans les critères. Dans le système. Est-ce que tu crois que les jeunes à l'heure actuelle sont vraiment militants pour cette altermondialisation? Bah, je pense que les jeunes sont on est un peu anesthésiés par les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui nous impactent beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui nous embourbe, si je puis dire. C'est quelque chose qui nous voile la face. Et puis, il faut vraiment se rendre compte que pour combattre ça, si je puis dire, il faut lire. Et d'ailleurs, il y a une étude de France Culture qui disait que la lecture attire de moins en moins les jeunes. Seulement 23% des 15-24 ans lisent vraiment par plaisir, pour s'évader. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est très peu de personnes. Ça représente entre 1,5 million et 2 millions de personnes sur toute la population française. Donc ça, c'était une étude aussi du Centre national du livre, et qui avait posé aussi cette question: si vous disposiez d'une journée de plus dans la semaine pour se consacrer plus de temps à vos loisirs, que feriez-vous? Eh bien, lire a récolté seulement 8% des voix. Ce qui veut dire que on est loin derrière tout ce qui est activité sportive et autres développement personnel. Donc, et 44% des 15-34 ans lisent des livres numériques. Donc encore là, même ceux qui lisent ne lisent pas que sur du papier. C'est ça qu'il faut retenir. Et qu'aujourd'hui, on nous fait croire que lire sur du numérique, bien entendu, ça sous-entend qu'on polluerait moins le papier, etc. Mais Ça se défend, paraît-il. Mais le problème, c'est loin d'être le lecteur ou le livre, c'est surtout le commerce qui est inéquitable au niveau des arbres, au niveau de tout cela. C'est quelque chose qui est inéquitable. C'est les arbres non replantés, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'injuste. Alors, ton petit message, c'est quoi par rapport à la thématique aussi qu'on a aujourd'hui ici? Lire autrement, autre mot. Tout simplement, mon message, c'est de vous dire lisez. Lisez parce que il faut pas avoir peur de s'instruire, il faut pas avoir peur d'aller de l'avant dans un monde où tout va vite, où tout se bouscule, où sans cesse on est sans cesse, on va dire, préoccupé par l'information. Il faut prendre le temps de se recentrer chez soi, le soir, le matin, quand vous avez le temps. Prenez le temps de lire, prenez le temps de vous recentrer sur cette lecture qui peut vous apaiser. Notre culture, qu'elle soit française ou autre, elle peut permettre de nous unir. Et l'histoire, elle unit les hommes, les femmes, l'humain en règle générale d'ailleurs. Il faut pas l'oublier, il faut pas oublier que l'histoire ne nous séparera jamais, à moins que nous disparaissions tous. Et que il faut peut-être pas un mal. C'est après, un autre sujet. C'est un autre débat, mais il faut pas se laisser apprivoiser par la haine et l'ignorance, mais il faut partager la paix des connaissances. Voilà, le Festival du livre ici. Autrement, autre mot, il est fait pour ça. Il est fait pour se rencontrer des hommes et des femmes extraordinaires qui se projettent dans du bon bouquin en papier, Léo, pour te faire plaisir. Merci beaucoup, merci à vous.